Alors, le propos d'Evangelia nous a déplacés à la fin de la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. Je vais procéder à une poussée chronologique pour nous entraîner vers la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense que cela permettra au reste du colloque de se recentrer précisément entre 1820 et nos jours, c'est-à-dire très précisément à la Belle Époque. Alors, je lis l'excellent petit ouvrage de Roy Pinker, Fake News et viralité avant Internet, qui vient d'être publié aux presses du CNRS Éditions. Ouvrage amusant en apparence, profond en réalité, et en le lisant, je découvre la définition que Roy Pinker donne de l'expression viralité médiatique. Je cite de mémoire, je n'ai pas pris le livre, je suis à la campagne, je n'ai pas le livre avec moi. Je cite de mémoire, un énoncé simple, parfois même simplifié, parfois même simpliste, mais à fort potentiel émotionnel ou sensationnel, déconnecté de toute contextualisation sérieuse, sans régulation ou contrôle savant ou institutionnel, mais capable de ce fait d'une diffusion, d'un essaimage horizontal, très important ça. D'ailleurs, diffusion et essaimage d'autant plus rapide qu'ils sont capables de produire de la valeur, et de la valeur marchande, de rapporter à ceux qui les reproduisent. Je pense, bon, Roy Pinker n'est pas là aujourd'hui, mais je pense que je ne trahis pas le livre. Force est de constater que la définition que je viens de rappeler brièvement correspond trait pour trait à l'histoire de la Belle Époque. Non pas la période, évidemment, qui n'a jamais existé ailleurs que dans sa reproduction, mais le chrononyme Belle Époque. Permettez-moi d'y revenir très brièvement. Je reprends. Un énoncé simple, Belle Époque. On ne peut pas faire plus simple, hein, voire simpliste, hein, Belle Époque, que tout le monde comprend et qui d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, se comprend par-delà la quasi-totalité des langues communes. L'expression française Belle Époque se dit et se comprend dans la quasi-totalité des langues occidentales et sans doute même ailleurs. Donc une expression simpliste, à très fort potentiel émotionnel ou sensationnel. Ah, la Belle Époque. Hein, ça a été mille et mille fois ressassé, ça marche à tous les coups, c'est susceptible effectivement de produire chez le lecteur, le spectateur, l'auditeur, une très très forte identification avec quoi, on ne sait pas trop, mais avec quelque chose. Totalement déconnecté des contextes de contextualisation sérieuse. Oui, je pense qu'il n'y a pas un historien qui sera capable effectivement de valider l'expression Belle Époque comme en lien avec les traits économiques, sociaux, culturels, effectivement, de la période de référence. La quasi-totalité des livres sérieux qui sont consacrés par l'historiographie à la Belle Époque, généralement, commencent, à juste titre d'ailleurs, par évacuer l'expression pour montrer effectivement qu'elle ne correspond à rien des réalités du contexte. Hors de tout, je continue les arguments de Roy Pinker, hors de tout contrôle institutionnel ou savant. Ah oui, les historiens sont, enfin, à chaque fois, beaucoup d'entre nous, et depuis toutes les époques, ont souligné le caractère impossible, improbable de l'expression, et pour autant, ça continue, et ça va continuer encore. Donc, l'expression, effectivement, est absolument hors de contrôle. À très forte diffusion, je pense j'y reviendrai. Et puis, de la valeur, effectivement, parce que ça marche. Hein. La Belle Époque se vend bien. La Belle Époque est une marchandise, effectivement, qui rapporte à ceux qui s'en servent, à ceux qui la produisent, que ce soit au cinéma, en bande dessinée, et même en livre. Et quand je vois qu'il y a 48
auditeur à notre colloque, je dis que même au colloque, ça rapporte. Au risque de déporter quelque peu l'objet de ce colloque vers une métadiscussion, je n'ai donc pas résisté au projet d'évoquer rapidement, en prolégomène bien sûr, la viralité de l'expression Belle Époque. Au reste, est-ce que c'est si méta que cela? Je ne suis finalement pas certain, car si ce colloque, dans les communications qui vont suivre, s'interroge sur la viralité de la Belle Époque, des récits Belle Époque, des images Belle Époque, des complaintes Belle Époque, des 8 reflets Belle Époque. Je suis très attentif à cette communication sur les chapeaux haute forme, ou aux artefacts historiques, artistiques de la Belle Époque. C'est bien parce que la trace de tous ces récits, objets, artefacts, complaintes, etc., a été viralement porté par la fortune du chrononyme Belle Époque. Je ne reviendrai pas sur ces traits, simplicité, etc., mais je voudrais me concentrer, et je vais être assez rapide, sur quelques exemples de cette viralité médiatique et de cette viralité médiatique extrême qui fait suite à l'apparition de l'expression. L'apparition très vite, mais Julien rappelait le livre que j'ai publié sur cette question il y a maintenant 3 ans, et je pense que c'est peut-être le seul point que les gens ont retenu. L'expression est très tardive. J'ai vraiment, bon, bien sûr, les occurrences lexicales n'obéissent pas à une science exacte. On peut toujours trouver d'autres choses, d'autres éléments, mais quelques brèves notations à la début, fin des années 30, comme lorsque le couturier Paul Poiret titre ses mémoires autour de la notion d'époque, quelques notions quelques éléments dans des comptes rendus cinématographiques au milieu des années 30, l'opérette, la poule et la chanson à la Belle Époque, mais fondamentalement rien de tout ça qui ne liait de façon très très précise l'expression et la séquence des 15 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, avant octobre 1940, l'émission de André Alléo sur Radio Paris, radio allemande, radio de l'occupant, qui effectivement, durant toute la période, va diffuser le soir à 19h45 une émission en 2 parties qui s'appelait À la Belle Époque, sous-titrée Croquis musicaux des années 1900 et qui proposait à la fois des récits de toutes sortes, des anecdotes, des images sur les années 1900 et des chansons. C'est vraiment là, octobre 40, que l'on peut dater sans beaucoup de crainte de se tromper, l'émergence de l'expression dans sa relation explicite avec la séquence 1900-1914. Dès lors, et très vite, et de façon non-stop, et c'est surtout là-dessus que je voudrais m'attarder un petit peu, l'expression connaît une diffusion vraiment tous azimuts. En migrant progressivement, mais c'est aussi une des caractéristiques de la viralité médiatique, en migrant progressivement de support en support, en multipliant effectivement les vecteurs de diffusion. Le premier support, il est très clair, de 1940 à 1944, c'est la chanson et le music-hall. La radio, bien sûr, l'émission va durer jusqu'en 1944 avec beaucoup de succès. Très vite les planches, puisque le succès de l'émission d'Aléo va le pousser à la transformer en
en spectacle de café-concert dans différentes salles de café-concert, au Palace notamment, puis à Bobino, dans différentes salles. Il va être imité par un très grand nombre d'entrepreneurs de spectacles de l'époque, comme Georgius, par exemple, qui dès 1941 crée un spectacle parallèle, etc. etc. Bien sûr, le Moulin Rouge, qui à partir de 1943 crée son spectacle Die Schöne Epoche, en traduisant en allemand, parce que de toute façon, c'était essentiellement un public de militaires et de permissionnaires allemands qui étaient là. Donc, on a, de 1940 à 1944, une diffusion extrêmement rapide, essentiellement parisienne, hein, bien sûr, mais d'une certaine manière, la Belle Époque est essentiellement parisienne, en grande partie parisienne, dans le milieu de la chanson et du musical et du café-concert. En lien effectivement avec le Paris occupé, en lien avec les plaisirs que l'occupant, les officiers et soldats allemands y trouvaient. Alors normalement, ça aurait dû s'arrêter là, hein, puisque la libération aurait dû, en toute bonne logique, se défaire d'une expression née durant la période de l'occupation, d'une complaisance extraordinaire avec l'occupant allemand, ne serait-ce que parce que l'émission a été diffusée pendant 4 ans sur une radio nazie et que André Alléo a touché beaucoup d'argent avec ça. D'ailleurs, il le paye à la Libération puisqu'il passe devant une commission d'épuration qui va le condamner. On aurait dû effectivement donc, en toute bonne logique, voir l'expression disparaître, s'évanouir en raison du contexte propre de sa naissance et de sa première diffusion. Il n'en est rien. On va s'apercevoir effectivement que 1944-45 va voir non seulement l'expression oublier le contexte trouble de son émergence, migrer vers d'autres supports, hein, puisque le musical c'est un peu fini, migrer vers d'autres supports et connaître sans doute la période la plus brillante de son histoire, puisque on peut dire sans trop se tromper que de 1945 à 1960, c'est le triomphe de l'expression et de l'imaginaire Belle Époque, un triomphe qui va surtout être dû au cinéma. Dès 1946, Nicole Védresse tourne le magnifique documentaire qui s'appelle Paris Belle Époque, Paris 1900, une histoire de la Belle Époque, qui est un montage de 700 documents, fiction et documentaires cinématographiques tournés avant 1914, où Alain Resnais fait ses premières armes en tant qu'assistant à la réalisation. Et il y en a beaucoup d'autres, et dans ce sillage, c'est surtout le cinéma de fiction qui s'empare de l'émission à un moment où le cinéma de fiction français n'est pas en très bonne position, où il essaie de repartir, et donc il va puiser de façon extrêmement forte dans le répertoire de vaudeville et de pièces Belle Époque qu'il va adapter à peu de frais. Effectivement, il y a une 60aine de films qui sont tournés entre 1945 et 1960 et qui utilisent effectivement certains très bons, bien sûr, du Renoir French Cancan au Becker Casque d'Or, la plupart très mauvais, et qui effectivement font leur miel de cet imaginaire et de l'expression Belle Époque qui va donnant naissance à un quasi-genre cinématographique qui, là aussi, ne reste pas limité au cinéma français et qui va trouver très, très rapidement une forme de résurgence et de redynamisation, de réactivation, de recharge américaine, puisque Hollywood, à peu près à la même période, dans les années 50, va s'emparer là aussi du motif et produire une quinzaine de films dans la décennie 50 autour de variations autour du Paris Belle Époque. Le cinéma est le principal vecteur, mais on doit aussi rappeler que l'historiographie qui émerge, l'historiographie du début du XXe siècle qui émerge à cette époque, dans sa version pittoresque
Gilbert Guilleminot, etc., le roman vrai de la Troisième République, ou dans sa version plus savante, va aussi effectivement s'emparer de la période, tandis que tous les acteurs de la dite Belle Époque qui arrivent à l'âge canonique où l'on écrit ses mémoires dans les années 50 vont y aller effectivement dans leur mémoire. Donc il y a le cinéma bien sûr, mais également l'édition et l'historiographie qui vont assurer le relais et développer de façon extrêmement rapide les mentions belle époque. Ce qui est très caractéristique aussi, et là aussi c'est un phénomène qui est lié au processus de la viralité, c'est la très rapide mondialisation qui affecte à ce moment-là l'expression. J'ai évoqué très brièvement le cinéma hollywoodien, de Gigi jusqu'à toutes les biopics de Toulouse-Lautrec, etc., Van Gogh, etc. Mais c'est aussi vrai d'une diffusion mondiale de l'expression, notamment d'abord en direction de l'Italie. Il est assez étonnant de voir les Italiens, à partir de 1954, importer le syntagme Belle Époque en français pour caractériser non pas l'histoire de la France du début du XXe siècle, ou la culture, mais l'histoire italienne. Les Italiens, effectivement, vont multiplier à partir de là des ouvrages, Italia, della Belle Époque, etc. Et on va voir effectivement, et toutes les villes italiennes, Rome à la Belle Époque, Napoli à la Belle Époque, Milano à la Belle Époque, floraison, une importation comme ça, une appropriation très forte pour leur propre historiographie. Et à peu près à la même période, avec quelques années d'écart, ça passe au Brésil. Où l'historiographie brésilienne va, dès la fin des années 50, s'emparer de l'expression Belle Époque pour caractériser l'histoire du Brésil, avec l'argument que Rio, ça commence à Rio, Rio a été rénové sur le plan urbanistique à la Belle Époque, effectivement, par le maire Pessoa, qui lui-même connaissait bien Paris, était un fan de Haussmann et de ce qui s'était passé. Mais toute l'historiographie brésilienne va naturaliser l'expression pour parler de sa propre histoire, et ça continue. Donc, effectivement, on voit que les frontières là sont extrêmement poreuses, et à partir du Brésil, l'expression va circuler aussi vers la plupart des pays du cône américain. Chili, Argentine, etc. Buenos Aires va utiliser l'expression moins que le Brésil, bien sûr, à partir de la matrice brésilienne. À partir de là, des formes, j'évoquais tout à l'heure le fait que ça rapporte, des formes très, très particulières d'exploitation éditoriale et mercantile de Belle Époque vont surgir plutôt dans les années 70. Je vous donne juste deux exemples. Au milieu des années 70, un éditeur belge qui s'appelait Willem de Hertog crée une société, une maison d'édition qui s'appelle Sodim, la Sodim, et de 1974 à 1977, la Sodim va publier exactement 80 livres qui vont s'appeler Ma ville, mon village, à la Belle Époque. Il y a grande ville, Troyes à la Belle Époque, Nantes à la Belle Époque, mais aussi petit village, Rambouillet à la Belle Époque, etc. 80 ouvrages qui très vite vont lancer une vague extraordinaire reprise par d'autres éditeurs, des éditeurs français, des éditeurs locaux, des éditeurs régionaux, etc. J'avais identifié quand j'ai préparé ce livre il y a longtemps maintenant, un nombre extraordinaire qui couvre la quasi-totalité du territoire français. Il n'y a pas une petite ville, il n'y a pas un petit village qui n'a pas son... Et ça continue d'une certaine manière. La raison de cette viralité-là, elle est très simple, c'est que c'est exactement à ce moment-là que des collectionneurs de cartes postales se mettent à ordonner
le marché de la carte postale qu'on avait complètement négligé dans les années 50-60, le marché de la carte postale, belle époque, des débuts de la carte postale. Les premiers Argus sont publiés en 74-75. Les premiers classements sont publiés. Et donc, tous ces livres vont fonctionner sur un modèle extrêmement élémentaire, qui est de récupérer toutes les cartes postales belle époque qui traitent d'un village, d'une ville ou d'un lieu donné, et en faire la matière, la substance même du livre, assortie d'un commentaire généralement très bas de gamme. Et du coup, il y a tout un genre qui se constitue là et qui permet de redécouvrir une masse iconographique qu'on avait complètement oubliée, de vendre très bien des livres. Je suppose que si on fait un sondage tout à l'heure, vous avez tous chez vous un bouquin de ce type-là, enfin, ou chez vos parents, il y a forcément, votre ville à la belle époque, et c'est lié bien sûr aussi, on est à la fin des années 70, au début des années 80, à la mode patrimoniale, on ne disait pas vintage encore à l'époque, à la mode patrimoniale qui s'empare du pays. Et ce sont des affaires très rentables. Autre exemple, de nature un petit peu différente, mais qui correspond aussi à la même période, en 1978, la journaliste Claude Pasteur propose et impose à l'éditeur grand public France Empire, qui existe toujours, une collection qui s'appelle 6900 métés comptés, qui effectivement, de 78 à 88, va rassembler 29 volumes publiés avec une fréquence assez rapide et tous centrés effectivement sur un élément belle époque. Donc, véritablement, on a là une diffusion très vive qui obéit totalement à la définition de Roy Pinker. La mondialisation, elle aussi, va s'accélérer dans les années 80. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle va produire une mutation extrêmement décisive du mot et de sa signification. Cette mondialisation passe effectivement par l'acteur majeur de la mondialisation, à savoir les États-Unis. En 1981, le Met de New York organise une grande exposition. C'était Diana Vreeland, la célèbre journaliste de mode qui avait Vogue, etc., qui l'organise, qui est une exposition au Met de costumes, de vêtements, de mode, 1900. L'expo s'appelle La Belle Époque. Elle connaît un succès extraordinaire, dans les visites que dans la diffusion du catalogue. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que toute cette diffusion se fait au prix d'une transformation radicale du sens de l'expression. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était soit la France 1900-1914, soit l'Italie, le Brésil et quelques autres pays dans la même période. Avec l'anglophonisation rapide de l'expression, on a un élargissement chronologique extrême, puisqu'on va quitter ce que nous considérons comme la belle époque pour se situer dans une fourchette chronologique qui va, pour aller vite, de 1870 à 1914, c'est toute la fin, c'est le dernier tiers du 19e siècle et le début du 20e qui est pris. Et c'est plus seulement la France, ça devient en quelque sorte une des caractéristiques de l'Europe occidentale à ce moment-là, centrée sur sa capacité extraordinaire à la créativité culturelle. Et plus encore à la créativité picturale, artistique et picturale. Le mot belle époque, et à partir de là, il va se diffuser extrêmement rapidement, surtout dans les expositions dans le monde entier, Allemagne, occidentale, etc., et dans tout le monde occidental, avec des expositions qui vont être intitulées Belle Époque et qui vont devenir une sorte de synonyme de miracle artistique, miracle culturel européen de la fin du 19e et du début du 20e. Une sorte de label culturel qui a perdu son ancrage français. Alors les Français, bien sûr, rebondissent assez bien en disant oui, mais de toute façon, comme tous ces artistes qui ont rendu célèbre
cette peinture depuis de Picasso à Gris, d'Apollinaire, étaient des étrangers qui étaient venus à Paris. En fait, c'est simplement l'Europe retrouve et réclame son dû, mais bien sûr, c'est Paris qui est l'épicentre et la matrice de ce phénomène. Et tout ceci, effectivement, continue jusqu'à aujourd'hui. Je crois que je cite dans le bouquin ça vaut le coup de le regarder, enfin, j'ai pas repris les citations, une encyclopédie australienne parue il y a 3-4 ans, qui nous explique dans son article Belle Époque, la Belle Époque est un moment important de la culture européenne et on a complètement perdu le sens initial et peu importe, la viralité de l'expression est massive. Et vous aurez noté aussi son extrême plasticité, puisque et plasticité et migration, le musical, la chanson, le vaudeville, sa capacité aussi à dire tout et son contraire en fonction des contextes. Si on prend 2-3 exemples, la Belle Époque des années 40, c'est la Belle Époque du vaudeville et de la chanson. La Belle Époque des années 50, c'est la belle époque je reste en France, c'est la Belle Époque du cinéma et du vaudeville. La Belle Époque des années 70, pas du tout. La Belle Époque des années 70, c'est la Belle Époque des anarchistes, des grévistes, des syndicalistes, des féministes. Les marges reprennent leurs droits et la Belle Époque d'aujourd'hui, ce sont les peintres ou les plasticiens d'avant-garde du tournant du siècle. Je m'arrête là. Que dire pour conclure? De 1940 à 1920, à notre colloque aujourd'hui, l'expression n'a pas cessé de se diffuser. Elle n'a connu aucune pause, aucun répit. Il y a un véritable triomphe de l'expression Belle Époque, au détriment, sans doute, de la période qu'elle est censée désigner, qui est sans doute la chose la plus qui est victime du succès de l'expression. À tel point que je pense, sans trop m'avancer, qu'on peut affirmer que Belle Époque est sans doute l'archétype même du chrononyme viral. Le plus bel archétype du chrononyme viral qui peut revendiquer avec les chrononymes les plus extraordinairement développés que sont, toutes choses égales par ailleurs, Moyen-Âge, Renaissance ou Ancien Régime. Encore, Ancien Régime, c'est plus limité à une partie de l'Europe, en tout cas, que Moyen-Âge ou Renaissance. Loin de moi, vous m'aurez bien compris, l'idée de le déplorer. Il s'agit d'un fait de langage qui, comme tout fait de langage, est passible d'une analyse de nature historienne et qui nous informe avec force sur les sociétés qui les produit. Mais je voudrais juste terminer en disant qu'il y a fort à parier que si l'expression n'avait pas connu cette fortune, n'avait pas connu cette diffusion obéissant à tous les critères de la viralité médiatique, nous ne serions pas 47 aujourd'hui en train de disserter doctement sur la question « La Belle Époque a-t-elle été virale ?» Et je vous remercie.